Et comme on a l'eau à la bouche, il est temps maintenant de retrouver l'invité de ce samedi politique. Alors Daïk Odoui, dessinez-moi Daniel Simonet. Oui, un portrait en animation préparé par Nabila Goumiri. C'est parti. Daniel Simonet, vous êtes la mascotte du Conseil de Paris, je m'explique. Notre infographiste vous voit en trèfle à 4 feuilles. Alors je ne sais pas si vous portez bonheur, en tout cas vous êtes une rareté. Vous êtes la seule élue du parti de Mélenchon à Paris. Alors ça ne vous empêche pas d'essayer de prendre la parole le plus souvent possible et de faire avancer vos dossiers toute seule, et ça tout le monde respecte. Surtout que vous tirez à boulet rouge sur Hidalgo comme sur LKM. Il n'y a pas de jaloux. Toujours avec le sourire, bref, une sorte d'anti-Mélenchon. Sauf que comme Mélenchon, on se demande à quoi vous servez, à part d'être la voix de la vraie gauche. Mélenchon qui attend 2017 avec impatience pour trouver des tréteaux dignes de son talent. En attendant, il y a des élections en 2015, et à part celui d'observateur, on a du mal à voir quel rôle vous pourrez y jouer. Vous assumez cette solitude dont on parle là depuis le début? En fait, moi, je me sens pas du tout seule, parce que quand j'interviens au Conseil de Paris, je sais que j'interviens pour tous les Parisiennes et Parisiens, et que je suis déjà soutenue par 35 000 personnes qui ont voté pour mes listes. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup d'autres conseillers sont très impressionnés par ma capacité à travailler à moi toute seule autant de dossiers et intervenir sur autant de sujets. Eh bien, c'est aussi parce que j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait une dynamique citoyenne et qu'il y ait un bon nombre de personnes qui travaillent avec moi de manière militante, bénévole. Et surtout, ne jamais s'arrêter à la surface des choses. Et donc, soulever et dénoncer des choses. Par exemple, vous avez une mission de lanceur d'alerte un petit peu. Regardez, on sait que là, dernièrement, ils ont décidé d'augmenter le tarif de stationnement de surface. Eh bien, je suis allée en bibliothèque administrative du Conseil de Paris pour analyser et découvrir que derrière les délégations de services publics des parkings, eh bien, vous avez un grand groupe comme Vinci, eh bien, qui s'empiffre sur notre dos avec des profits bénéfices nets de 45 millions d'euros par an, par exemple. Eh bien, je pense qu'il faut être en capacité de dénoncer ces politiques d'austérité, puis les intérêts privés derrière. Alors, les politiques d'austérité, on va y venir. Alors justement, on va parler des vœux, c'est l'actualité en ce 3 janvier. Le premier à avoir présenté ses vœux aux Français devant un bureau vide, c'est le président de la République. C'est le président qui ne change pas de cap, contrairement à ce que vous lui demandez, mais ça ne vous a pas beaucoup surpris. Non. On l'écoute. Chers compatriotes, la France avancera donc l'année prochaine, dans tous les domaines et pour tous. C'est le combat que j'ai engagé. Ce combat, je le mènerai jusqu'au bout. Contre les conservatismes, et ils sont nombreux. Contre les populismes, et ils sont dangereux. Alors François Hollande fait des vers. Est-ce que vous sentez visé quand il emploie le pluriel pour populisme? Parce qu'il pense au Front National, mais il pense peut-être à vous aussi. Écoutez, moi j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois que ce soit François Hollande ou bien d'autres utilisent le mot populisme, en fait c'est parce qu'ils ont peur du peuple et qu'ils font tout pour évincer le peuple de la gestion des affaires publiques. Regardez. Vous n'êtes pas frappé qu'il emploie le pluriel? On voit bien qu'il veut dire le Front National et vous. Mais bien sûr, vous parce sur le même plan. On sait bien que depuis plusieurs années, à la fois ils ont cherché à dédiaboliser le Front National et à diaboliser ce que peut incarner Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'ils ont une trouille bleue, ils ont une vraie peur de cette mobilisation citoyenne possible. Et on voit bien que l'année 2015 va être une année historique, on en parlera tout à l'heure, mais on sait que le peuple grec, le peuple espagnol va pouvoir tout d'un coup, sans doute, changer le cours de l'histoire en Union européenne. Et donc, ils ont la trouille de cela, alors qu'ils n'ont pas peur du Front National. Il y a Podemos en Espagne et Syriza qui sont les équivalents de ce qui est un peu le Front de gauche en France, qui eux sont promis à des scores au moins à 20% aux élections respectives, alors que vous êtes qu'à 5%, entre 5 et 10%. Est-ce que ça veut dire que justement la France n'est pas si austéritaire que ça, ou c'est vous qui n'arrivez pas à incarner ce renouvellement d'une nouvelle politique? Alors, d'abord, il y a, il y a à la fois Pablo Iglesias en Espagne, vous avez Alexis Tsipras en Grèce, il va pouvoir sans doute faire, à travers 35%, avoir la majorité absolue au Parlement. Et c'est pas le cas en France. Ça veut bien dire qu'on mène pas une politique austéritaire en France. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, en France, est un homme politique qui incarne aussi cette disponibilité du peuple français qui ne veut pas subir. Alors aujourd'hui, évidemment, ce qu'on voit surtout, c'est une abstention massive. Cette abstention massive, c'est un peu comme une insurrection froide. Elle peut se réveiller et elle peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc c'est à nous, justement, de redonner de l'espoir, de redonner du courage et de montrer, non, il y a une toute autre politique possible. L'arnaque de la dette, le chantage à la dette, le prétexte de la dette, pour au contraire mener une politique où on fait subir une situation de misère au plus grand nombre pour qu'une petite poignée s'enrichisse, on peut inverser totalement cette logique-là.
Daniel Simonet, vous dites d'un côté comme de l'autre. Et en France, il y a une partie du peuple, une grande partie du peuple, qui regarde du côté de Marine Le Pen. Vous expliquez ça comment? Il y a une plus grande partie du peuple qui se tient. Sinon, si vous regardez les élections européennes, par exemple, les élections européennes, Marine Le Pen, finalement, n'a pas récupéré l'ensemble des voix de 2012 et n'a pas finalement progressé. Par contre, une grande majorité des citoyennes et des citoyens ont préféré s'abstenir que de participer à ces élections. Alors, il y a des raisons à cela. Il y a nos propres erreurs et nos propres échecs. C'est-à-dire que l'insurrection citoyenne que Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle de 2012, avait réussi à soulever, eh bien, nous n'avons pas réussi par des confusions stratégiques, par un manque de clarté vis-à-vis du Parti socialiste, un manque d'opposition et surtout un manque d'innovation. Regardons ce que font justement les Espagnols et les Grecs. Il y a une dynamique citoyenne qui s'enclenche, qui permet un dépassement des partis. Vous évoquez un changement de stratégie. Est-ce que c'est ce changement-là que vous allez appliquer pour les élections départementales du mois de mars ? Quelle va être votre stratégie? Ça va être une stratégie d'alliance ou pas? Vous savez, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a lancé, à partir de la rentrée de septembre, le mouvement pour la 6e République, m6r.fr. L'idée, c'est quoi? C'est de dire aux citoyennes et citoyens, vous êtes bien plus nombreux que la petite bande d'oligarques dans cette monarchie présidentielle qui décide sans vous et contre vous. Sur le fond des principes. Vous pouvez changer les règles du jeu. Est-ce que vous avez un candidat? Sur les élections cantonales, sur les élections régionales, à chaque étape, il faut créer une dynamique citoyenne. La solution, elle part par là, elle passe par là. Il faut qu'on reprenne confiance en nous-mêmes. Nous sommes bien plus intelligents pour pouvoir mener des politiques qui répondent aux enjeux sociaux et écologiques. Alors, il faudrait voir, Daïk, précisément comment ça se passe dans notre région. Oui, parce que là, j'ai pas bien compris. Donc, si vous y alliez alliance avec le Front de gauche contre le PS, si vous y alliez alliance avec le PS, si vous y alliez tout seul, ça veut dire quoi, les listes citoyennes? Ça veut dire quoi, les listes citoyennes? Ça veut dire que, regardez ce qui s'est passé, par exemple, en décembre. Le 15 décembre, vous avez une marche, les plumés contre l'austérité, où vous avez à la fois des élus et les forces du Front de gauche, des élus écologistes et des citoyens qui ont dit stop, basta. On ne veut pas de ces politiques d'austérité qui prennent à la gorge notre département, nos communes et nous imposent une politique de casse de nos services publics. Donc clairement, vous êtes candidat contre le PS au départemental en Ile-de-France. Il y aura des candidats à chaque fois contre le PS. Clairement, nous souhaitons partout dans toute la France et donc qui plus est en région Île-de-France, faire en sorte qu'il y ait des listes citoyennes qui puissent rassembler toutes celles et ceux qui souhaitent s'opposer aux politiques d'austérité, donc s'opposer à la politique menée par ce gouvernement et qui souhaitent porter justement une politique alternative. Vous savez, nous on se définit comme éco-socialistes, c'est-à-dire que nous pensons que pour la défense de l'intérêt général de notre écosystème et pour nos politiques sociales, il y a une politique alternative à mener. En Ile-de-France, votre objectif, c'est vraiment la Seine-Saint-Denis qui pour l'instant est socialiste, mais qui avant était communiste, et vous pourriez éliminer dès le premier tour le Parti socialiste et devenir le candidat de gauche et ainsi reprendre le département. C'est l'objectif en Ile-de-France? Il faut aussi se rendre compte que ces élections départementales et régionales, elles ont été faites d'abord pour pouvoir mettre de côté le peuple. L'objectif de cette réforme territoriale, qui est vraiment un processus déconstituant, c'est de faire en sorte qu'on éloigne le citoyen du processus de décision et qu'on ne lui permette plus d'exercer un contrôle démocratique. Donc on sait qu'on va être face à une abstention massive. Oh, cette réforme territoriale, elle est faite pour ça. Elle est faite pour casser le contrôle démocratique. Ensuite, elle est faite pour justement... Il y a toujours des élections, il y a toujours un contrôle démocratique. Est-ce que vous savez exactement comment vont fonctionner ces nouvelles collectivités? On ne sait pas l'avenir du département plus tard. Donc, on a un gouvernement qui est en train de bidouiller une réforme territoriale qui revient sur des acquis de la Révolution de 1789 pour un objectif clair, qui est l'objectif qui est demandé par Bruxelles, éloigner le citoyen des processus de décision pour mieux continuer le rouleau compresseur des politiques d'austérité. Donc nous, on souhaite au contraire dire aux citoyens, arrêtons ensemble de subir et partout, mettons-nous ensemble avec toutes les forces qui voudront s'opposer sur une ligne claire à ces politiques gouvernementales. Clairement, votre objectif, c'est de battre le PS. Et on peut battre le PS. Voilà. Regardez la rapidité avec laquelle Syriza a pu obtenir sa progression. Ce gouvernement, il n'y a rien à en attendre. Il va continuer, regardez les déclarations de Valls, il va continuer à imposer des années de sacrifice supplémentaires qui vont permettre toujours aux mêmes de pouvoir s'enrichir sur la tête des autres. Alors justement, on va terminer, Daïk, dernière partie, avec un focus, un gros plan sur Paris. On ne vote pas à Paris, mais il y a quand même des dossiers brûlants. Oui, à la rentrée, la loi Macron qui sera discutée à l'Assemblée, mais également au Conseil de Paris. On sait qu'il y a un bras de fer entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo qu'on pourrait peut-être voir en images sur cette question de l'ouverture des grands magasins le dimanche. Est-ce que vous allez aider Anne Hidalgo
dans le bras de fer qu'elle va engager avec Emmanuel Macron. Alors, est-ce que ce bras de fer va être un bras de fer vraiment sur l'ensemble de l'aspect de la loi Macron? Parce que, hélas, pour l'instant, j'entends Madame Hidalgo s'opposer à l'installation de zones touristiques internationales. Et c'est une très bonne chose de refuser cela. Mais il faudrait qu'elle s'oppose également, et en tous les cas, nous nous opposons également au fait qu'on passe, par exemple, de 5 à 12 dimanches, que le travail du dimanche soit banalisé dans les gares. Parce qu'on sait que d'abord, ça n'a aucun intérêt économique. Ça ne crée pas plus d'emplois parce qu'on ne dépense pas le dimanche l'argent qu'on a déjà pu le jeudi. En plus, on sait que ce sont des femmes majoritairement qui travaillent dans ces emplois généralement précaires, qui n'ont pas le choix, qui n'auront pas non plus la possibilité d'arracher une majoration salariale et qui a en plus un non-sens écologique. Il faut au contraire harmoniser les temps de Justement, les vie. débats au Conseil de Paris seront symboliques, puisque c'est quand même l'Assemblée qui va décider. Mais c'est vrai que dans le bras de fer, Anne Hidalgo veut que ce soit le maire qui décide de l'ouverture des dimanches et de la création des zones touristiques. Donc elle va devoir lâcher du lest aussi à un moment pour qu'on lui autorise Oui, ce pouvoir. Elle a lâché du lest dès le début. C'est-à-dire qu'elle savait pertinemment, à partir de septembre, qu'on avait un gouvernement qui voulait aller à marche forcée. Vous savez que ce débat qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale, eh bien, va être dans une situation, dans un processus accéléré, et que ça se trouve, tout sera plié début février. Or, le Conseil de Paris a lieu début février. Depuis septembre, elle aurait pu organiser ce débat-là. Et pas organiser simplement un affrontement. Elle, Madame la maire, comme le seigneur de la capitale parisienne face au monarque et au seigneur du gouvernement. Enfin, on est vraiment dans la caricature de la 5e. Elle aurait dit au contraire, si c'est extrêmement grave, parce que c'est extrêmement grave cette loi, essayer de mobiliser les Parisiennes et les Parisiens, car on a tous intérêt à mettre en échec cette loi. Mais la loi Macron, ça n'est pas que le travail du dimanche. Il y a d'autres aspects dans cette loi très dangereux de remise en cause des droits des salariés, de facilitation des licenciements.